Mesdames, Messieurs, bonsoir. Pour votre première émission politique, nous avons le plaisir de recevoir Cheikh Sidou Sylla, administrateur du site d'information Info 15, très connu ici dans la diaspora pour ses éditos et le travail qu'il abat au sein de la diaspora sur le plan informationnel. Et à ma droite, nous avons Seybani Sokou, très connu, un contributeur, je peux même dire à la limite un chroniqueur. Il nous est habitué à sa belle plume sur les questions d'actualité directes touchant le Sénégal ou ici la diaspora. Donc nous allons faire le débriefing des élections législatives du 30 juillet 2017. Et pour ce faire, je vais d'abord tourner à ma gauche, M. Sylla. Sur le plan organisationnel, tout le monde critique cette élection. Peut-on parler vraiment d'une élection? Oui, moi je pense que ce sont des élections qui se sont déroulées le 30 juillet à Paris comme partout au Sénégal. Maintenant, est-ce qu'elles ont été bien organisées? Je dis non, elles n'ont pas été bien organisées. J'allais même dire que c'était un fiasco qui ne grandit pas l'image de notre démocratie qui a souvent été considérée comme une vitrine en Afrique. Et il est intolérable que le Sénégal en 2017 ne soit pas capable d'organiser des élections exemptes de tout reproche. Je crois que les tenants du pouvoir devraient refuser qu'on en arrive là. Vous savez, il y a un critère d'exigence quand on atteint un certain niveau de responsabilité ou un niveau de compétence. Quand tu es considéré comme compétent, il y a des erreurs que tu ne dois pas faire. L'objectif du pouvoir en place, c'est de ne pas faire moins que le pouvoir précédent. Ce qu'on demande à Macky Sall et à tous ses collaborateurs, c'est de ne pas forcément faire du Sénégal un pays où il fait extraordinairement bon vivre, un pays qui ne connaît aucun problème. Non, ce n'est pas ça qu'on demande au président Macky Sall et aux tenants du pouvoir. Quand Abdoulaye Wade quittait, il avait laissé le curseur à un point B. Ce qu'on demande au président Macky Sall et aux tenants du pouvoir, c'est de déplacer le curseur du point B vers le point C. Et peut-être le prochain président fera encore l'effort de déplacer le curseur du point C vers le point suivant pour que dans quelques années, le Sénégal puisse se mettre sur les rails de l'émergence. Mais ces élections montrent nettement que le chemin qui nous reste à courir est encore important. D'accord. Seybani, quel est le plus faible de cette forte mobilisation? Le rush qu'on a constaté a montré ici. Les Sénégalais qui étaient mobilisés pour venir accomplir le devoir de vote. Quel est le plus en faible? Alors tout d'abord, je te remercie d'avoir initié ce débat et également je salue mon frère Sylla avec qui je partage ce plateau, également tous les internautes qui nous suivent. Non, avant d'évoquer la mobilisation des Sénégalais ici à Paris, il est important de souligner que, de mon point de vue, nous avons eu une parodie de scrutin d'élection, il faut le dire. Pourquoi? Ce qui s'est passé est un scrutin faussé. Un scrutin, il obéit à des critères clairs, à 4 critères. Un scrutin, il doit être libre, il doit être sincère, il doit être transparent, il doit être démocratique. Ces 4 critères, pour ce scrutin du 30 juillet 2017, n'ont pas été respectés au Sénégal. Donc, dire qu'on a eu un scrutin qui s'est déroulé le 30 juillet, c'est peut-être, à mon avis, parler d'une parodie de scrutin. Ensuite, concernant la mobilisation des Sénégalais ici, je me réjouis, effectivement, ça prouve que les Sénégalais qui sont à l'étranger, et particulièrement en France, sont extrêmement intéressés par rapport à la vie démocratique de notre pays et ont la volonté de participer activement à tout ce qui se passe au débat démocratique de notre pays. Également, je voudrais dire que je trouve extrêmement regrettable qu'une bonne partie de nos concitoyens ici au niveau de la diaspora n'ait pas pu accomplir son devoir civique. Même si je fais partie des Sénégalais qui ont eu cette chance ou cette opportunité, je considère qu'il était important que ces Sénégalais qui voulaient exprimer leur voix, qui voulaient participer au débat démocratique, qu'ils puissent le faire. Et de ce point de vue, je rejoins tout à fait ce qu'a dit mon frère Sylla. Effectivement, il est inconcevable qu'en 2017,
qu'on ait eu un tel chaos, il faut utiliser les termes tels qu'ils... Le mot n'est pas fort. Non, on a eu assisté effectivement à un fiasco électoral qu'on peut appeler chaos. Mais c'est un chaos dans la mesure où effectivement toutes les conditions qui présidaient à l'organisation de ce scrutin, et pas mal d'observateurs l'avaient relevé, l'avaient noté, l'avaient signalé, et je trouve même regrettable que le Conseil constitutionnel ait donné, entre guillemets, une sorte d'avis favorable qui, de mon point de vue, cet avis n'avait aucune valeur juridique, parce que cet avis aurait dû être validé. Sur ce point, on va y revenir. Peut-être moi, je voudrais juste dans 2 secondes revenir sur la forte mobilisation notée surtout en France. Ce n'est pas une surprise à mon avis, parce que les élections ont une dimension historique, ça il faut le souligner. C'est la première fois que les Sénégalais de l'extérieur ont la possibilité de choisir ou d'élire leur propre représentant à l'Assemblée nationale. Donc, quand le président de la République a voulu prendre cette initiative, il faut souligner aussi, beaucoup d'opposants l'avaient un tout petit peu fustigé, il a persisté, et le référendum du mois de mars 2016 lui a permis de pouvoir organiser ces élections. Et c'était un combat de la société civile en France, ici, souvent dans la diaspora. Les gens se sont battus pour que les Sénégalais aient la possibilité d'avoir des circonscriptions électorales et d'élire leurs propres représentants. Et c'est fait, c'est tout à l'honneur du président de la République et de son pouvoir. Sauf que ce rendez-vous historique a été plus ou moins saboté. Moi, c'est ce que j'ai dit. Parce que depuis quelques jours, je me dis, mais pourquoi... Saboté à quel niveau? Non, mais j'arrive à la réponse. Je me dis, mais pourquoi en 2017, un pays comme le Sénégal, qui a l'expérience de l'organisation des élections, est aujourd'hui incapable d'organiser des élections législatives? Il faut le dire, hein, les élections législatives n'ont pas la même importance que la présidentielle, ça il faut le dire. Parce que ce qui s'est passé dimanche, si c'était à la présidentielle, peut-être que le pays sera à feu et à sang. Voilà. Donc, la question qui me suis dit, mais pourquoi les tenants du pouvoir ont été incapables d'organiser des élections transparentes? La première réponse qui me vient à l'esprit, c'est que après une analyse froide de la situation, ils se sont dit qu'ils ne pouvaient pas sortir victorieux de ces jours électoraux. Ça, c'est important. Et si cette analyse froide, n'est-ce pas, est tenue en considération, il faut chercher des solutions. Et les solutions, à mon avis, qui ont été mises en avant, c'est de fausser les règles du jeu. Et c'est ça qui est regrettable. C'est-à-dire, vous avez le pouvoir, vous avez tous les privilèges, et vous avez, n'est-ce pas, la police, vous avez la gendarmerie, vous avez l'armée. Vous dites, bon, écoutez, il n'y a pas possibilité de remporter ces élections législatives, on va fausser les règles du jeu pour en sortir victorieux. Et ça, je pense que ce n'est pas l'honneur de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. D'accord. Pour ce qui s'est passé ici en France, est-ce que vous pensez, ou bien vous êtes d'avis avec bon nombre de Sénégalais qui pensent qu'aujourd'hui, le consul, la décennat, toutes les personnes qui ont eu à organiser cette élection doivent dégager? Alors, moi, en tout cas, de mon point de vue, il y a un constat qu'on a fait qui est effectivement clair, c'est le constat d'une incompétence qui est notoire, ça il faut le relever. Quand on organise effectivement un scrutin, il faut veiller à ce que le principe de base dans nos scrutins, c'est que les gens puissent voter. La question n'est pas de savoir est-ce que les gens votent pour le pouvoir ou pour l'opposition. L'essentiel, c'est que les citoyens puissent avoir la possibilité d'accomplir son devoir civique. En l'occurrence, là, on a constaté que des milliers de Sénégalais n'ont pas pu ni retirer, disposer de leur carte d'électeur, encore moins n'ont eu la possibilité de pouvoir voter le 30 juillet. Et donc pour moi, ça, il faut en tirer les conséquences. Les conséquences, c'est quoi? C'est de regarder effectivement, pour moi, la décennat, aujourd'hui, n'aurait pas, qui est une autorité indépendante, comme là, c'est qui est un démembrement de la Sénat au niveau du Sénégal, aurait dû signaler, tirer la sonnette d'alarme en disant, puisque c'est l'autorité
qui est en charge de veiller à ce que les élections se déroulent de manière transparente et claire. Elle aurait pu alerter en disant, aujourd'hui, vu l'état de la situation en France, on constate que nous ne pouvons pas, en tout cas, organiser des élections qui soient considérées comme des élections transparentes. Et donc, nous demandons, nous disons qu'il faut soit reporter, soit proposer, parce que la question du report, c'est une question qui est d'ordre politique. Mais à l'autorité qui est chargée de veiller effectivement à la transparence ou à la régularité des élections, de dire, d'alerter le pouvoir en disant, nous, notre diagnostic sur la base des éléments que nous avons sur le terrain, c'est de dire que nous ne pouvons pas organiser un scrutin qui soit sincère. Et ça a charge maintenant pour l'État de suivre ou de ne pas suivre. Au moins, on aurait pu dire, la décennie a joué son rôle, puisqu'elle a alerté. Elle n'a pas joué son rôle. Il y a un dysfonctionnement. Donc moi, je fais partie de ceux qui disqualifient le Sénat. Je considère que, effectivement, Doudou Ndir, qui est, il faut le dire, président de la Sénat, a failli plus que le régime. Pour le régime, on peut comprendre effectivement qu'un pouvoir en place essaie d'utiliser toutes les méthodes, à la limite, on peut comprendre et ne pas être d'accord avec ça. Mais que les autorités qui soient en charge d'organiser, puisque nous sommes dans un régime démocratique au Sénégal, jusqu'à preuve du contraire, sauf si on est dans un autre régime, à charge pour l'entité qui devait le faire, de dire on ne peut pas le faire. Et à partir de ce moment, à mon avis, le pouvoir n'aurait pas la légitimité de dire on l'organise. Si la décennie avait disqualifié en disant on ne peut pas, le pouvoir serait dans une extrême difficulté pour accepter que le scrutin se tienne, parce que tous les observateurs disent l'entité qui est en charge d'organiser ça, si elle-même dit qu'on n'est pas en mesure de le faire, on ne peut pas. Donc pour moi, aujourd'hui, la décennie et la Sénat sont les premiers responsables de ce chaos électoral, effectivement. D'accord, mais c'est là, avant de rebondir sur les arguments de Seybani, mais est-ce que vous ne pensez pas que les responsabilités sont partagées? Parce que l'opposition aussi savait que les conditions n'étaient pas réunies pour aller vers des élections libres et transparentes, comme l'a soulevé les 4 critères pour qu'une élection soit crédible. D'abord, je voudrais, si vous me permettez, parce que vous avez demandé s'il fallait demander la destitution du consul. Moi, je pense plutôt que ça, c'est un problème systémique. Ce n'est pas un problème d'homme. Vous enlevez Amadou Diallo, le consul général du Sénégal à Paris, vous mettez un autre consul, on aura les mêmes résultats si le système continue à marcher tel qu'il est. Est-ce que vous avez vu? Donc c'est un problème de système, ce n'est pas un problème d'homme. Moi je pense que le jeu a été faussé dès le départ. Si le pouvoir en place, en tout cas jusqu'à preuve du contraire, je reste convaincu que c'est ça le fil rouge de leur démarche. Si le pouvoir était dès le départ convaincu de sa capacité de remporter ces élections haut la main, on ne connaîtrait pas ces difficultés. D'accord. À un certain moment, les gens se sont dit qu'il n'était pas possible de sortir victorieux sans laisser beaucoup de plumes. Ils ont trouvé des moyens pour y arriver. Parce que quand le président de la République lui-même dit, après avoir, entre guillemets, envoyé Khalifa Sall en prison, quand le président de la République lui-même dit à ses partisans, perdre Dakar serait une honte pour nous, vous voyez l'idée qui sous-tendait la démarche, n'est-ce pas, de ces gens-là. Bon, maintenant vous me posez la question de savoir si les responsabilités sont partagées. Si les responsables. Moi, je pense que dans l'organisation d'une élection, on ne peut pas mettre en avant la responsabilité de l'opposition. Dans tous les pays démocratiques, l'organisation d'une élection ne relève pas de la responsabilité des partis politiques. Il y a une structure qui est là. Aujourd'hui, nous aurions aimé entendre, par exemple, la Sénat dire publiquement aujourd'hui, au vu de la situation, qu'il n'est pas possible d'organiser des élections libres et transparentes au Sénégal. En ce moment, bon, l'opposition étudiera cette sortie de la Sénat et statuera là-dessus pour ensuite prendre une décision. Mais imaginez par exemple que l'opposition décide de demander par exemple qu'on renvoie ces élections législatives.
Mais est-ce que vous attendez à l'interprétation politicienne qui va se faire de cela? Parce qu'on est sur le terrain politique. C'est comme si le président de la République ou le pouvoir en place décidait à un certain moment de reporter les élections, mais les gens vont dire, écoutez, il a voulu, Macky Sall, il avait promis de réduire son mandat, finalement il ne l'a pas fait, il attend quelques mois, à quelques mois des élections pour dire non, c'est pas possible, on ne peut pas organiser les élections. Non, je pense qu'il y a une structure qui est au Sénégal qui est chargée de surveiller la bonne marche des élections au Sénégal. C'est cette structure, à mon avis, qui devrait prendre ses responsabilités et dire, parce qu'en tout cas, on peut, jusqu'à preuve du contraire, la considérer comme l'arbitre des élections au Sénégal. Et à un certain moment, elle aurait pu dire, écoutez, au vu de la situation actuelle, hein, c'est la saison des pluies, on n'a pas réussi à distribuer les cartes, il y a beaucoup de problèmes qui pourraient poser problème dans le processus électoral. Donc il faut reporter ces élections et ensuite les partis politiques en tireront les conséquences. D'accord. Seybani, est-ce qu'on peut parler de gagnant dans ces élections, vu les conditions? Absolument pas. À mon avis, aujourd'hui, d'ailleurs, il ne sert à rien de pavoiser sur ce que beaucoup de Sénégalais considèrent comme une parodie d'élection, de scrutin. Donc pour moi, aujourd'hui, en tirer des enseignements selon lesquels, évidemment, nous avons des résultats officiels. Les résultats officiels qui ont été fournis par la Commission nationale de recensement des votes donnent une majorité à Benno Bokk Yakaar d'environ, si je ne me trompe, en tout cas 49%, moins de 50%. Mais pour autant, quand on regarde même la nature du scrutin, et là je suis d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est ce que l'on appelle, vous avez un scrutin majoritaire qui est le Rawgan. Donc aujourd'hui, on a vu par exemple qu'en 88, les élections législatives ont été remportées par Abdou Diouf. Il n'en demeure pas moins que 2 ans après, Abdoulaye Wade a remporté haut la main l'élection présidentielle. Donc cette élection-là ne préfigure en rien de ce qui va se passer en 2019. Par ailleurs, du fait même que la nature du scrutin ait été entachée d'irrégularité et d'insincérité, on ne peut pas aujourd'hui dire, en tirer, moi en tout cas personnellement, je ne sais pas, je laisse le soin aux politiques ou aux analystes, en tout cas de nous dire, on en a tiré des enseignements, mais évidemment qu'on ne peut pas, on tire un enseignement, vous savez, dans un match. Vous savez, tout à l'heure, mon ami Silla l'a dit, dans un match, il y a un arbitre. Vous savez, vous avez 2 équipes qui sont à 11 dans un match de football. Si vous avez une équipe qui est à 11, vous avez une autre équipe qui est composée de 9 personnes. Mais évidemment que l'arbitre ne va pas autoriser le début du match. Le match ne peut pas commencer. Là, il y a eu match. L'arbitre qui était censé dire non, évidemment, on ne peut pas organiser ce match-là, ne l'a pas fait. Donc, je suis d'accord. Aujourd'hui, il ne faut pas tirer sur l'opposition. On ne peut pas tirer sur l'opposition. Aujourd'hui, clairement, pour moi, le premier acteur, même si j'incrimine le pouvoir qui a usé d'artifice pour effectivement saboter ces élections, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont, on a eu droit à un sabotage organisé. On a une administration au Sénégal qui est capable d'organiser des élections. On a des gens pétris de qualité au niveau de l'administration. On sait faire. Le problème n'est pas qu'on ne sait pas faire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a organisé un processus de sabotage qui a fait qu'on en est arrivé là, et l'instance qui était chargée de dire stop ou non, la Sénat ne l'a pas fait. Et je pense que pour l'élection présidentielle à venir, ce que l'on attend de la DG ou de la Sénat, c'est clairement de nous dire, c'est pas d'attendre le jour J pour nous parler d'ajustement, c'est même 8 mois ou 9 mois avant de nous dire, de regarder toutes les failles qu'il y a eu à la fois dans ce scrutin et dans le scrutin qu'il y a eu pour le référendum de 2016. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a l'inventaire de tous les dysfonctionnements aujourd'hui. On peut en faire une liste à la Prévert, une sorte d'inventaire à la Prévert, en disant, aujourd'hui, on ne peut plus de telles choses, la question de transfert d'électeurs, la question par exemple de bureau de vote entre guillemets fictif, de listes électorales qu'on ne retrouve pas, enfin, j'en passe, et des vertes et des pas mieux. Mais là, aujourd'hui, en tout cas, il n'y a plus de raison pour qu'on nous serve des arguments qui, de toute façon, ne seront pas acceptés
à mon avis, on est en tournant. Les Sénégalais aujourd'hui veulent, en 2019, choisir clairement la personne qui va présider au destin de ce pays. Et il est hors de question qu'il y ait une confiscation de la volonté populaire. D'accord. C'est là, qu'est-ce que vous préconisez sur les 47 listes polémiques? 47 listes pour un pays qui fait 14 millions d'habitants pour des élections législatives. Certains ont jugé que c'était trop. Par rapport à 2012, c'était 24 listes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bon pour la vitalité de notre démocratie, comme certains défendent ça? Oui, je pense que les gens, généralement, ils font une analyse biaisée d'une situation. Comment vous pourriez avoir 200 partis politiques dans un pays et refuser d'avoir 47 coalitions? Moi, j'applaudis des deux, mais je dis d'ailleurs, Dieu merci qu'on ait eu 47 listes. Imaginez que chaque parti décidait de se représenter. Est-ce qu'il y a des obstacles qu'on pourrait mettre en place pour empêcher, n'est-ce pas, ces partis de concourir, n'est-ce pas, lors de ces législatives? Non. La seule chose à faire, c'était peut-être de hausser la caution pour empêcher peut-être que certains petits partis ne puissent participer à ces élections. Moi, je pense que c'est une question de responsabilité. Étant donné qu'on a accepté d'avoir 200 listes au Sénégal, 200 partis politiques, avoir 47 coalitions, ce n'est pas ce qui devrait être dramatique. C'est la règle du jeu. Dans un pays démocratique, chacun a le droit de s'organiser pour conquérir le pouvoir. Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qui serait regrettable, je n'ai pas d'informations claires là-dessus, il se dit que le pouvoir en place, pour mieux diviser l'opposition, a financé certaines coalitions pour essayer quand même d'affaiblir l'opposition. Si c'est le cas, en tout cas c'est le moindre mal, je pourrais dire, mais si les législatives étaient organisées comme on s'y attendait, en tout cas parce que si vous dépensez des milliards et des milliards, on s'attendait que vous organisez des élections libres, transparentes, sans contestation aucune. Mais vous utilisez l'argent public, un pays pauvre, où les abris provisoires florissent, les gens ont du mal à se soigner. Et à Dakar, il y a beaucoup de quartiers qui ne peuvent plus avoir de l'eau potable. Si vous dépensez autant d'argent pour organiser une élection, je pense que la moindre des choses, c'est de nous organiser des élections qui ne souffriraient pas de contestation. Et c'est là ce qui me frustre, ce qui me révolte et ce qui révolte beaucoup de Sénégalais. C'est évalué sur les listes suscitées et les 50 milliards. Oui, sur les listes, effectivement, pour moi, la question, elle est effectivement de se poser de la pertinence de créer un parti politique. Effectivement, au prime abord, on peut dire avoir 47 listes ou 100 listes, c'est un indicateur de la démocratie. Mais en réalité, quand on regarde, vous savez, pour les élections présidentielles, en général, on fait des systèmes de parrainage pour vérifier effectivement que la personne qui souhaite accéder à la magistrature suprême, il y a un certain nombre de prérequis, il y a un certain nombre de Sénégalais, en tout cas, un certain nombre de suffrages, qui puissent permettre d'apprécier la pertinence de la candidature à l'élection présidentielle. Pareil, je pense que pour les partis politiques, concourir au suffrage universel, mais ce n'est pas un jeu, ce n'est pas une farce. Quand on veut concourir au suffrage universel, effectivement, il faut qu'on prévoie la possibilité en tout cas, d'écarter tous ceux qui sont, entre guillemets, des listes, en tout cas des partis politiques, j'ai envie de dire, des partis farceurs. Ce que j'appelle des partis farceurs. Un parti farceur, on ne peut pas créer, même dans un pays démocratique comme le Sénégal où la Constitution le permet, n'importe qui. Est-ce que moi, Sébani Sougou, demain, si je me réveille avec 10 personnes, est-ce que je peux créer un parti, avoir un récépissé légalement? Mais est-ce que aussi c'est pas dû que le fait que dans le règlement des partis politiques au Sénégal, voilà, il n'y a pas une démocratie interne? Parce qu'au sein des partis politiques, toute personne, par exemple, qui émet l'idée de mettre en place un courant, il est mis dehors et il est frustré, il crée son parti. Est-ce qu'il ne faudrait pas aller à la base pour voir la formation des partis politiques? Essayer, par exemple, de développer la notion de la démocratie en interne.
je crois qu'effectivement, c'est une question qui est très pertinente, effectivement, la question de la démocratie dans les partis. Quand on regarde d'ailleurs aujourd'hui, quand on mène une réflexion approfondie, objectivement, on peut se dire que du côté du pouvoir comme du côté de l'opposition, quand on regarde les partis, il y a un déficit de démocratie. Ça, il faut le reconnaître. Vous avez un chef et derrière, vous avez toutes les autres personnes qui sont des militants, entre guillemets, ou en tout cas, il n'y a que la parole du chef. Même si officiellement, au niveau de l'organigramme, on va dire on a un bureau exécutif, on a des structures, la section des femmes. En réalité, vous avez un seul chef qui décide de tout dans les partis. Ça, effectivement, il y a une vraie interrogation, il y a un travail qui doit être mené au niveau des partis pour que la démocratie soit refondée. D'accord, sur les 50 milliards. Sur les 50 milliards, Pour la je des cartes considère, moi, en tant que Sénégalais, en tant que contribuable sénégalais, je considère qu'il est nécessaire, qu'il est utile aujourd'hui qu'il y ait une commission d'enquête qui soit mise en place dans les plus brefs délais, qu'on permette de savoir l'argent du contribuable, c'est-à-dire mon argent, l'argent de ton argent, l'argent de cela, l'argent de n'importe qui, y compris de la personne, de la vendeuse de cacahuètes, qu'on puisse savoir comment 50 milliards ont pu être mis sur la table pour créer des cartes biométriques, dont certaines personnes nous disent même qu'on doute de la nature biométrique de ces cartes, mais sur cette question-là, je ne suis pas expert, donc je ne me prononcerai pas, mais au moins sur le fait qu'on ait mis 50 milliards sur la table et que les Sénégalais n'ont pas pu recevoir non seulement leur carte d'électeur, ni leur carte d'amendement, ça suffit de question. Donc aujourd'hui, il est clair qu'il va falloir, sur ce point-là, que la question soit posée de manière transparente et qu'on regarde surtout toutes les responsabilités et que c'est une affaire de deniers publics. Ce n'est pas une question de... Ce n'est pas l'argent de Macky Sall, ce n'est pas l'argent de quoi, c'est l'argent des Sénégalais. Il faut qu'on sache ces 50 milliards-là, d'où, qui les a pris, la société, pourquoi et comment. D'accord, c'est là. Mais justement, on a parlé du déficit démocratique dans les partis politiques, mais moi je voudrais ajouter à cela le rapport du Sénégalais à la politique. Il est important. Pourquoi on fait de la politique au Sénégal? C'est une question banale normalement, mais une réponse qui n'est pas facile à cerner. Ouais, parce que certains diront qu'on fait de la politique parce que c'est ça même l'essence de la politique, c'est la gestion de la cité, etc. Mais si on analyse un tout petit peu la démarche de pas mal de politiques, on se dit que maintenant, ils font de la politique parce que c'est le chemin le plus court pour s'enrichir. C'est au Sénégal qu'on voit des hommes politiques qui n'ont aucune compétence, mais et qui deviennent riches du jour au lendemain. Mais vous imaginez quand vous êtes dans un parti politique et que le chef de ce parti vous empêche de sortir la tête de l'eau, vous vous dites non mais là je ne peux pas m'épanouir, je vais voir ailleurs parce qu'il m'empêche de m'enrichir. Voilà la question fondamentale. La politique sous le prisme de l'avoir. Sur le prisme de l'avoir. Voilà la dimension argent de la politique. Et c'est ça que, alors que la politique c'est un sacerdoce, faire de la politique c'est génial, c'est un don de soi. Mais malheureusement aujourd'hui, au Sénégal, faire de la politique, c'est utile. Vous pouvez être barré de diplôme, si vous ne faites pas de la politique, vous resterez toujours au bas de l'échelle. C'est pourquoi maintenant tous les hauts fonctionnaires, on les appelle partis au pouvoir. Parce que tous les grands fonctionnaires maintenant, ils font de la politique. Oui, est-ce qu'ils ne sont pas obligés aussi, ça il faut le dire. Parce que il y a la question de la politisation de la fonction. Ça n'a pas commencé avec Macky Sall, mais je pense qu'Ousmane Sonko l'a même souligné ici à Paris. Le rythme de politisation de la fonction publique, de l'administration sénégalaise, il est effroyant. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes directeur d'une structure, si vous ne faites pas de la politique, on vous met à côté de ça. Je pense qu'on doit laisser l'administration sénégalaise faire son travail quotidien. Maintenant, le pouvoir politique, il a son rôle à faire, mais l'administration a son rôle à faire. Il ne faut pas mélanger les gens, ce n'est pas la même chose. D'accord, nous allons analyser les résultats. On a vu des partis confédérés, si je puis m'exprimer ainsi, ou maraboutés. Au moins, eux, ils ont
Au pire des cas, ils ont eu un député, sauf PUR, le parti des Moussa Chidine, là, qui a eu trois députés. Comment vous analysez ça? Est-ce qu'ils ont un électorat qui est fiable, ces partis politiques? Par contre, à d'autres formations politiques qui ont eu à ne pas répondre présent pendant ces législatives. Comment vous analysez par exemple la percée de ces partis politiques, bon, entre guillemets, avec PUR? Les partis confrériques. Oui. Tu réponds, non? Oui, effectivement. Pour moi, en tout cas, je trouve quand même quelque peu inquiétant, mais c'est mon point de vue, hein, la percée de ce qu'on appelle les partis confrériques. Pour moi, la notion de parti confrérique, c'est d'ailleurs une notion qui est un peu contradictoire, ou en tout cas qui n'a pas de sens. Nous sommes dans un régime démocratique, voilà, dans une république qui plus est, qui est laïque, où effectivement, même si la majorité des Sénégalais sont musulmans, il n'y a pas de parti, entre guillemets, confrérique. Un parti, il doit être là au service de l'intérêt général. Les idéaux d'un parti, ils doivent répondre en tout cas aux principes qui sont définis par la Constitution. Les principes d'être un parti qui est démocratique, un parti qui est... Donc vous récusez l'identité confrérique ou religieuse d'un parti politique? Je récuse l'identité religieuse d'un parti. Je trouve même que c'est dangereux. Si un parti au Sénégal se définit comme un parti confrérique ou religieux, et que ce parti-là, on le laisse, en tout cas, ne serait-ce que exister, pour moi, il y a un... Mais en fait, administrativement il ne s'identifie pas à une confrérie. Mais quand on voit, par exemple, les gens qui gravitent autour de ce parti, ils s'identifient à une confrérie, à une religion. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est de la responsabilité de nos hommes politiques. D'accord. Il y a 12 ans, ou un peu plus maintenant, quand Abdoulaye Wade était arrivé au pouvoir, à un certain moment, les Sénégalais s'étaient un tout petit peu inquiétés sur la confusion qui régnait un tout petit peu entre le spirituel et le temporel. Quand le président de la République peut s'agenouiller devant un guide religieux, il confond son rôle de président de la République et son statut de talibé. Qu'est-ce qui s'est passé? À un certain moment, les gens ont pensé, voilà, quand on va à Touba ou à Tivaouane, on est assuré d'avoir un électorat fidèle. Abdoulaye Wade a injecté beaucoup d'argent dans ces villes saintes, au point que des descendants de ces marabouts ont décidé même de descendre dans l'arène politique pour sûrement tirer les bénéfices de cette manne financière qui tombe dans leur vie religieuse. Ça, il faut le comprendre. Quand Abdoulaye Wade est parti, mais Macky Sall a continué sur la même lancée. On peut injecter des milliards dans une cité religieuse alors que la priorité serait ailleurs. Certains ont dénoncé l'autoroute Ila Touba, alors qu'aujourd'hui, on aurait construit une autoroute pour aller à Ziguinchor, mais ça serait beaucoup plus bénéfique. Mais si vous injectez autant, mais est-ce que ce qu'on a vu à Touba... Mais est-ce que c'est pas parce qu'ils ont un électorat? Parce qu'ils ont tiré le... Oui, mais il y a une situation qui est là, à mon avis, qu'ils ont analysée, et ils essaient de la mettre, de tirer profit de cette situation. C'est clair. Parce que le danger des partis confrériques, c'est que c'est un tout petit peu le dogme. C'est ça. C'est-à-dire qu'on suit le chef. Et c'est ça qui est dangereux. Alors que dans un parti classique, la réflexion, la contradiction interne doit être le moteur de l'évolution de ce parti. Effectivement. Mais quand on est dans un parti confrérique, le danger c'est ça. Quand le chef décide, on exécute. Sans état d'âme. Et ensuite on verra. Et c'est ça le danger d'un parti confrérique. D'accord. Leur posture à l'Assemblée nationale, comment vous les analysez? Voilà. Alors moi, ce qui importe effectivement, c'est de voir, et tu l'as bien rappelé, quelle va être la posture de ces partis où l'on dénomme, entre guillemets, partis confrériques. Si effectivement, ce sont des partis qui, au niveau de l'Assemblée nationale, ont une posture républicaine, c'est-à-dire, c'est ça, le principe de base, c'est la République. Nous sommes tous attachés
à la préservation de l'idéal républicain. Que l'on soit maintenant, quelles que soient nos nuances qu'on peut avoir en termes idéologiques, mais il ne faudrait pas qu'il y ait un glissement, en tout cas, sémantique, qui puisse donner l'impression qu'on est dans quelque chose qui est religieux. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui me gêne. Tout le Sénégalais a le droit, effectivement, et on le sait très bien, le poids de Touba, le poids de Tivaouane, ces confréries jouent un rôle important en termes de stabilisation de la vie politique du pays. On le conçoit, mais il faut en tout cas regarder la posture qu'on aura à l'Assemblée nationale et essayer de faire en sorte, même que ce soit une posture qui soit républicaine. D'accord, le temps qui nous est imparti est presque fini, mais on va faire un résumé très rapide de la situation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il est normal des politiciens qui aspirent à incarner la signature de la République usent l'argument ethnique pour justifier une défaite ou bien pour enrager des électeurs? Ensuite, ma deuxième question, est-ce que ces élections, ce n'est pas une clarification? On a vu Ousmane Sonko, tellement pouponné, aimé partout, qui a récolté un seul député. On a vu Abdoul Mbaye, 0 député, tout ça. Est-ce que ce n'est pas une clarification aujourd'hui? Rapidement. Oui. En tout cas, beaucoup d'observateurs l'ont dit. Ces élections législatives constituent le premier tour de la présidentielle. Aujourd'hui, les gens se sont jaussés, ils connaissent le poids électoral. Moi, j'ai été agréablement surpris de voir des responsables de la coalition Manko Tahaou Sénégal se précipiter chez Abdoulaye Wade, ou d'autres même responsables de l'opposition se précipiter chez Abdoulaye Wade, sans doute pour lui faire allégeance quelque part, lui dire que malgré votre âge, vous êtes l'opposant numéro 1 du pouvoir, on se met derrière vous. Je le crois. En tout cas, au vu de ce qui s'est passé au soir du 30 juillet, on peut dire que le jeu est plus ou moins clair que la coalition dirigée par Abdoulaye Wade et aujourd'hui la deuxième force politique du Sénégal, et la coalition dirigée par Khalifa Sall est la troisième force politique. Maintenant, Macky Sall, je crois, doit faire une lecture froide de la situation. Parce que publiquement, on pavoise, mais à l'intérieur de l'APR, je pense que les gens se sont rendus compte que les résultats ne sont pas fameux. Moi, je l'ai toujours dit, j'ai souvent dit que le pouvoir sortira plus ou moins affaibli de ces législatives, et visiblement c'est le cas. Aujourd'hui, Macky Sall a la majorité à l'Assemblée nationale, mais la majorité des votants, je dis bien votants, je ne sais pas si des votants, la majorité des votants ne lui ont pas fait confiance. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si la présidentielle était couplée aux législatives, Macky Sall ne passerait pas au premier tour. Et un deuxième tour au Sénégal, vous imaginez ce que ça peut créer comme surprise désagréable pour le pouvoir en place. L'autre question, c'est de dire, de parler à l'irruption de cette saleté. Moi, je l'appelle ça une saleté parce que je crois qu'il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Le Sénégal n'est pas encore une nation, à mon avis. C'est une nation en construction. Il faut le dire. Moi, j'ai eu la chance, parce que j'ai été enseignant aussi, j'ai eu la chance, n'est-ce pas, d'enseigner vers Bakel, comme ça. Mais ce qui m'avait surpris, c'est que même à Bakel, les gens disaient que je vais au Sénégal quand ils allaient à Dakar. Les gens, ils étaient beaucoup plus proches des Mauritaniens, qui étaient juste à un jet de pierre, que des Sénégalais, sur beaucoup de plans. Donc, nous sommes une nation, mais une nation en construction. Donc, il faut faire attention, n'est-ce pas, à ne pas dériver le Sénégal en mettant en exergue ces questions liées à l'ethnie. Les philosophes l'ont dit, l'humanité commence aux frontières de la maison, de la cité. C'est normal que Macky Sall est un Alpulaar. Moi, je trouve normal que d'abord, il cherche à trouver des soutiens au sein de sa communauté. Moi, j'ai ma communauté, si je veux être candidat, c'est normal que je cherche d'abord des soutiens au sein de ma communauté. Mais tous les Alpulaars ne sont pas avec Macky Sall. Ça, il faut le dire. Donc, la victoire de Macky Sall, ce n'est pas la victoire des Alpulaars. Non, je suis désolé.
on doit mettre en avant des arguments pour essayer de dire non à une situation qui pourrait quand même conduire notre pays à la dérive. Voilà. Je crois que ça c'est une question très sensible. En tout cas, moi, personnellement, je refuse d'en parler, même dans mes écrits, parce que je crois que nous sommes un pays jeune. Vous avez, depuis 35 ans, moi, je suis originaire de la Casamance, je sais ce qui se passe quand on était beaucoup plus jeune. On entendait souvent nos parents s'inquiéter quand quelqu'un devait aller à Dakar. On disait qu'à Dakar il y avait des bandits. On n'imaginait pas qu'en Casamance on pouvait tuer froidement une personne. 35 ans aujourd'hui, on continue à tuer. Vous avez vu que quand un peuple est acculé, quelquefois, il est capable de tous les dérives, toutes les dérives possibles. Donc je pense que cette question, il faut, même les médias, moi j'interprète tous mes confrères, de ne pas souvent donner l'opportunité à ces gens qui font des sorties malencontreuses, voilà, de s'exprimer, surtout sur le site, parce que moi j'ai vu souvent des sites sortir des vidéos, parce que quand on est journaliste aussi, parce que les gens ils oublient une chose, ce n'est pas parce que vous avez posté la vidéo de quelqu'un que votre responsabilité n'est pas engagée. Non, vous êtes le directeur de publication, tout ce qui sort dans votre média engage votre responsabilité. Donc il faut que les gens fassent beaucoup attention à ces questions. Avant de passer à Seybani, je vais enlever ma casquette de journalisme pour dire qu'en journalisme, tout ne vaut pas tout. C'est un choix, c'est une hiérarchie, c'est un tri. Nous avons une grande part de responsabilité par rapport à ce qui se passe actuellement au Sénégal. Quand la personne tend le micro, il est responsable des propos qui sont tenus. Ceci est une petite parenthèse. Seybani, votre réaction par rapport aux arguments ethniques usés par-ci, par-là, par certains politiciens véreux. Absolument. Alors je dénonce avec la plus grande vigueur l'irruption effectivement du fait ethnique dans le débat politique. Nous sommes au Sénégal, effectivement depuis 1960, nous sommes tous, quelles que soient nos origines, Wolof, Serer, Alpulaar, Mandiak, ou je ne sais, nous sommes tous, nous partageons tous le patrimoine commun qui effectivement, le Sénégal est un patrimoine. On ne peut pas aujourd'hui verser dans ce qui a conduit beaucoup de pays à l'abîme. Je veux citer le Rwanda, etc. Donc, j'ose espérer en tout cas que chacun, au niveau, la volonté de conserver, ou en tout cas d'utiliser le pouvoir, ne doit pas être une raison pour faire tout et n'importe quoi. Donc, de ce point de vue, vraiment, je dénonce avec vigueur le glissement vers le fait ethnique. Et après, pour ta question, dont j'ai oublié d'ailleurs ta seconde question. Non, je parlais par exemple de la qualification, de Sonko, tout ça, qui ont eu à récolter un seul député. Et ce qu'on attendait, on attendait par exemple qu'il fasse, voilà, se faire représenter au sein de l'hémicycle avec plusieurs députés, mais malheureusement, ils ont eu un député, Abdoulaye, qui n'a même pas eu un député aussi, tout ça. Est-ce que maintenant, ce n'est pas la clarification? Qui c'est, qui est qui? Ben, pour moi, je ne peux pas parler de clarification pour la bonne et simple raison, comme je le disais au début. Parce que le scrutin est faussé. Le scrutin est faussé. Il peut y avoir des millions de Sénégalais qui auraient pu être tentés par le vote Ousmane Sonko. La nouveauté, on ne sait pas. À partir du moment où on ne sait pas pour qui ces Sénégalais auraient pu voter, mais on ne peut pas en déterminer. On peut dire aujourd'hui, sur la base des votants, sur la base des personnes qui ont pu disposer de leur carte, puisqu'il y a eu une distribution sélective, on a eu ça. Mais pour moi, il serait hasardeux en tout cas d'en tirer des conséquences. Gardons-nous d'en tirer des conséquences. Le scrutin est faussé, le résultat est faussé. Les conséquences, les enseignements qu'on va en tirer peuvent être aussi malheureusement faussés. D'accord. C'était un plaisir aujourd'hui de recevoir Seybani, juriste, contributeur, chroniqueur, et à ma droite Sila, mon doyen, grand journaliste qui fait des éditos, qui nous est habitué aussi avec sa belle plume, administrateur du site Info 15.
pour venir aujourd'hui faire le débriefing de ces législatives du 30 juillet 2019. C'était un plaisir. Je remercie aussi la maquilleuse Oulimata Keïta. C'était un plaisir. Je vous donne rendez-vous pour une autre émission, Diaspora Politique, la prochaine fois avec d'autres invités et d'autres thèmes. Merci et à bientôt.